Bonjour et bienvenue dans cette quatrième capsule du cours de microbiologie du sol. Alors, nous allons poursuivre notre étude des différents groupes microbiens du sol. Nous avions vu dans les vidéos précédentes, de manière générale, quels sont les caractères généraux des virus, et nous nous sommes intéressés de plus près aux bactériophages. Nous avons vu comment ils se reproduisent et quel est leur rôle dans le sol. Nous allons maintenant nous intéresser aux prokaryotes qui comprend les bactéries et les archées. Alors, les prokaryotes, ce sont des organismes unicellulaires, comme nous l'avions déjà mentionné, dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Ce sont 5 caractéristiques importantes à connaître et à retenir. Leur première caractéristique est leur organisation cellulaire toute simple. En effet, les prokaryotes, rappelons-le, sont des organismes unicellulaires sans noyau, juste un ADN qui est diffus, circulaire dans le cytoplasme. Leur cytoplasme est simple et il est limité par une membrane de phospholipides vers l'extérieur et ils sont protégés, et ça c'est caractéristique des prokaryotes, ils sont protégés par une paroi de peptidoglycanes. Cette structure est unique dans le monde des organismes vivants, elle n'existe que chez les prokaryotes. Peptidoglycanes ou nous verrons certains possèdent une pseudo-peptidoglycane. Alors, je disais que leur cytoplasme est simple, c'est-à-dire il n'y a pas de compartiment comme chez les eucaryotes, il n'y a pas de membrane nucléaire, pas de membrane de réticulum endoplasmique, pas d'appareil de Golgi, pas de mitochondrie, pas de chloroplaste. Mais cette simplicité est un véritable atout pour les cellules prokaryotes qui en tirent un gros avantage. Par exemple, chez les eucaryotes, la synthèse des protéines se fait de la manière suivante. Quand il y a transcription de l'ADN en ARN, se fait au niveau du noyau. Il y a synthèse d'abord d'un pré-ARN messager qui subit une maturation, il se transforme en ARN messager. Ensuite, cet ARN messager doit traverser la membrane nucléaire et ce n'est qu'au niveau du cytoplasme qu'il y a transcription, que l'ARN messager est pris en charge par les ribosomes pour la traduction. Tandis que chez les prokaryotes, si vous regardez bien, à peine la transcription faite, vous avez ce qui est en rouge, c'est l'ARN messager, la transcription n'est même pas encore terminée que déjà la traduction par les ribosomes commence. Donc il n'y a pas d'étape de maturation, il n'y a pas de membrane nucléaire à traverser. Chez les bactéries et chez les prokaryotes, il n'y a pas de temps à perdre. Tout va extrêmement vite. Ce qui fait le système de synthèse des protéines est très rapide chez les prokaryotes. C'est ce qui leur confère un pouvoir métabolique plus important que celui des eucaryotes. Deuxième caractéristique des prokaryotes, c'est leur petite taille. La taille des prokaryotes, je vous la donne par rapport aux autres organismes. C'est ainsi, c'est la plus petite cellule vivante dans le monde des organismes vivants. Donc, ils sont plus petits que les cellules de mycètes ou celui des protozoaires ou encore celui des microalgues. Les virus, n'en parlons pas, ce ne sont pas des cellules. Alors, là aussi, les cellules prokaryotes tirent un gros avantage de cette petite taille. Cela concerne la surface d'échange cellulaire. À titre de comparaison, là, nous avons une cellule de eucaryote, ici cellule de prokaryote. Alors en bleu, j'ai représenté, ici je vais représenter la surface des eucaryotes.
Alors, prenons une même masse cellulaire. D'un côté, j'ai la masse de la cellule eucaryote. De l'autre côté, j'ai une masse cellulaire de prokaryote identique à celle de la cellule eucaryote. Et comme vous pouvez constater, pour une même masse cellulaire, la surface d'échange cellulaire des prokaryotes est plus importante. Si vous faites la somme de toute cette surface, elle sera beaucoup plus importante, plus grande que celle observée au niveau de la même masse cellulaire eucaryote. C'est une caractéristique donc, qui va leur permettre d'avoir un fort pouvoir métabolique, encore une fois. Donc, de par leur simplicité du cytoplasme, de par leur petite taille, elles ont un pouvoir métabolique beaucoup plus important que celui des eucaryotes. Troisième caractéristique à retenir, c'est leur omniprésence et leur abondance. Les prokaryotes sont omniprésents, c'est-à-dire qu'on les retrouve partout sur la planète Terre. On les retrouve dans l'eau, aussi bien dans l'eau douce que dans l'eau salée. On les retrouve même dans les glaciers. On les retrouve même dans les fonds marins, comme c'est le cas des archées. On les retrouve dans les sols, de type les sols forestiers, les sols agricoles et même dans les sols désertiques. On les retrouve bien évidemment également dans l'air. Donc il n'y a pas un seul endroit sur Terre où il n'y a pas de cellules prokaryotes. Ce sont également les organismes les plus abondants. Exemple, dans 1 gramme de sol sec, comme vous le voyez, nous avons le nombre d'individus par gramme de sol sec. Et si vous remarquez, si l'on compare les bactéries qui sont des prokaryotes par rapport aux champignons et protozoaires qui vivent dans le sol, les bactéries sont nettement plus abondantes que les champignons et les protozoaires. Ça peut aller dans les sols forestiers, ça peut aller jusqu'à 10 puissance 9, c'est-à-dire 1 milliard de bactéries par gramme de sol sec. Donc, elles sont abondantes et omniprésentes. Alors, la biomasse des organismes vivants sur la planète Terre est représentée par ce diagramme. Alors, pour comprendre, tout le disque correspond à 100% de la totalité de la biomasse des organismes vivants, y compris les végétaux et les animaux. Donc, vous voyez bien que les végétaux, le pourcentage des végétaux et des animaux, y compris les êtres humains, ça représente à peu près 20%. Donc, les 80% restants correspondent aux prokaryotes. Donc, les prokaryotes représentent 80% de la biomasse terrestre. Remarquez qu'une minorité, pardon, je reviens à cette diapo, remarquez que les prokaryotes, donc tout ça, ça représente 80% des prokaryotes, mais seulement une minorité est cultivable. Sachez que seulement 1% des prokaryotes, 1 à 10% des prokaryotes sont cultivables. Tous les autres prokaryotes, on ne peut pas les cultiver au laboratoire. Donc on les étudie que par les méthodes de biologie moléculaire. On utilise d'autres outils moléculaires pour les identifier. Et remarquez également les bactéries, quand on dit bactéries médicales, c'est-à-dire les bactéries à intérêt médical, c'est-à-dire les bactéries qui vivent au niveau de notre corps. Donc, ils ne représentent qu'une infime portion au niveau de cette biomasse totale. Et quand on dit bactéries médicales, c'est-à-dire également les bactéries qui ne sont pas pathogènes. Les bactéries pathogènes, elles sont encore beaucoup plus minoritaires que au sein de ces bactéries médicales. Voyons voir maintenant la répartition des prokaryotes dans l'environnement. Je reprends ce disque en pointillé, représente les 100% de prokaryotes uniquement. Je ne représente que les prokaryotes et qui seront répartis dans différents biotopes de la manière suivante. Alors, si vous remarquez, ce qui saute aux yeux, c'est que la majorité des prokaryotes vivent dans les sous-sols marins.
Mais le deuxième réservoir des prokaryotes, c'est le sol. Le quart des prokaryotes vivent dans le sol. C'est ce qui nous intéresse. Dans l'eau de mer, donc les sous-sols, c'est-à-dire les sédiments, mais dans l'eau de mer, nous avons que 2,2%. Et les animaux, y compris les humains, ceux qui vivent au niveau des animaux, ne représentent que 0,0008%. C'est une infime portion. Et les bactéries humaines, encore 10 fois plus infimes que celles qui vivent dans le règne animal. Donc, elles sont minoritaires. Et si on doit représenter les bactéries pathogènes, elles seront encore, c'est pratiquement négligeable. Donc ça, c'est pour vous dire que les microbes, quand on parle de microbes, généralement, on pense toujours aux maladies, mais en fait, c'est une goutte d'eau dans l'eau de mer. Elles sont pratiquement négligeables. Tout le reste des prokaryotes ne sont pas pathogènes et nous sont d'une grande utilité dans l'environnement. Quatrième caractéristique des prokaryotes est leur pouvoir de reproduction. Reproduction que nous avons déjà abordée précédemment dans une vidéo précédente pour expliquer le rôle des bactériophages dans la régulation de la population bactérienne. Nous avions vu que les bactéries se reproduisent par division binaire, ce qui leur donne cette capacité de se reproduire de manière exponentielle dans l'environnement. Nous avions déjà démontré par une petite opération de calcul comment une seule bactérie, au bout de 24 heures de multiplication exponentielle, elle a cette capacité de produire une biomasse bactérienne qui recouvrirait 2 fois la surface de la Terre. Cette reproduction exponentielle vertigineuse s'explique par leur mode de reproduction qui est simple, division binaire, donc elles se reproduisent de manière très simple, il n'y a pas de production de spores comme chez les mycètes, par exemple, ou chez les protozoaires. Cette reproduction vertigineuse également s'explique par le système de synthèse des protéines qui est très rapide, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure. Et enfin, la cinquième caractéristique importante à retenir des prokaryotes, c'est leur potentiel métabolique. Ils ont un pouvoir métabolique très important. On en a déjà mentionné quelques-uns juste tout à l'heure. Et comme vous le savez, tous les organismes vivants ont besoin d'une source d'énergie qui vont aller la rechercher dans leur milieu externe pour assurer les réactions de leur métabolisme, pour assurer le transport membranaire actif et pour se mouvoir, pour leur mobilité. Et les prokaryotes n'échappent pas à cette règle. Elles ont besoin également d'énergie. Cette énergie, les prokaryotes vont aller la chercher, elles vont aller la puiser soit à partir de la lumière, soit à partir de molécules chimiques. Et pour fabriquer leur structure organique, composée essentiellement de carbone, les prokaryotes ont besoin d'une source importante de carbone. Les sources de carbone sont de deux types. Soit elles vont utiliser le CO2 comme source de carbone, soit elles vont utiliser des molécules organiques présentes dans le milieu extérieur comme source de carbone. Et en fonction de leur source d'énergie et de carbone, on se retrouve dans les 4 situations suivantes. 4 situations suivantes qui vont représenter justement les 4 types trophiques. Maintenant, vous allez savoir ce que c'est que les types trophiques. Au niveau des prokaryotes, on retrouve 4 types trophiques. Premier type trophique, c'est lorsque la cellule utilise l'énergie lumineuse, donc on appelle ça un prokaryote phototrophe. Donc l'énergie de la lumière, elle va être convertie en une énergie chimique qui est l'ATP dans le cytoplasme. Et elles utilisent le CO2
comme source de carbone pour fabriquer ses glucides et ses composés organiques. Ces prokaryotes sont dits photolitho-autotrophes. Alors tout ce que j'écris en rouge, c'est par rapport à la source d'énergie, et en bleu, c'est par rapport à la source de carbone. Alors, photo, donc l'énergie lumineuse, donc quand on dit phototrophe, c'est forcément, elles utilisent la photosynthèse. Et la photosynthèse, il faut qu'il y ait un donneur de protons et d'électrons. Ici, dans la photosynthèse, le donneur de protons et d'électrons est minéral. C'est pour ça qu'on parle de photolitho. Auto, ça c'est par rapport au CO2. D'accord. Deuxième type trophique, c'est toujours un prokaryote phototrophe qui utilise la lumière pour synthétiser l'ATP dans le cytoplasme. Mais quand il n'y a pas de lumière, ce type de prokaryotes peuvent également utiliser une molécule organique comme source d'énergie et de carbone. Donc elles utilisent, donc c'est mixte, soit elles vont utiliser le CO2, elles font de la photosynthèse et elles utilisent le CO2 comme source de carbone, ou tout simplement, elles utilisent les molécules organiques comme source d'énergie et de carbone. Et également, on peut retrouver des bactéries, des prokaryotes, qui font de la photosynthèse, mais le donneur de protons et d'électrons n'est pas minéral, mais il est organique. À ce moment-là, on parle de photo-hétérotrophe. Donc, c'est mixte. Troisième situation, c'est lorsque les prokaryotes utilisent une molécule minérale comme source d'énergie pour synthétiser l'ATP. Et comme la molécule minérale, si elle ne possède pas de carbone, ces prokaryotes vont utiliser le CO2 comme source de carbone pour fabriquer leurs composants organiques. Et donc on les appelle des chimiolithos parce que la source d'énergie est minérale, autotrophes, auto parce que la source de carbone c'est du CO2. Et enfin, la dernière situation, la plus répandue dans le monde microbien, également chez les eucaryotes supérieurs, ce sont les chimio-organotrophes. Ils utilisent la molécule organique comme source d'énergie. On les appelle donc des chimio-organotrophes, mais par la même occasion, elles utilisent également ces molécules organiques comme source de carbone pour synthétiser leurs composants. Donc, on les appelle soit des chimio-organotrophes, en référence à la source d'énergie, ou chimio-hétérotrophes par rapport à la source de carbone. Donc voilà, en résumé, dans le monde des prokaryotes, nous avons ces 4 types trophiques. Contrairement aux végétaux, chez les végétaux, il y a un seul type trophique, c'est celui-là. Ils font de la photosynthèse, ce sont des photo-autotrophes. Dans le monde animal et humain, ce sont des chimio-organotrophes. Par contre, dans le monde des prokaryotes, vous avez ces 4 types trophiques. C'est dire la diversité trophique observée chez les prokaryotes. Alors, en résumé, chez les prokaryotes, nous avons vu que les échanges cellulaires sont très importants. Le système de synthèse des protéines est très rapide. Le pouvoir de reproduction est très rapide. La reproduction chez les prokaryotes est exponentielle. Les prokaryotes ont un métabolisme diversifié. Nous avons vu que le type trophique est très diversifié. Ajoutez à cela le type respiratoire. Et ça, c'est unique dans le monde des organismes vivants. Seuls les prokaryotes présentent une respiration soit aérobie, soit anaérobie, surtout les archées. Tous les archées sont anaérobies, mais nous allons voir les bactéries. Les bactéries, elles sont soit aérobies, soit elles font une respiration anaérobie. Et ça, c'est une spécificité chez les prokaryotes. Et c'est ce qui explique pourquoi les prokaryotes sont abondants et omniprésents. Ils sont omniprésents parce qu'ils ont un métabolisme très diversifié. Ils peuvent se développer partout et abondants à cause de leur reproduction qui est très rapide. Pourquoi elle est très rapide? C'est dû à ce pouvoir d'échange cellulaire et à cette synthèse très rapide
des protéines. Voyons voir maintenant de plus près les organismes qui constituent ce groupe, à savoir les bactéries et les archées, et nous allons voir ce qui les différencie. Alors, les bactéries et les archées, bien qu'elles soient des prokaryotes et qu'elles soient morphologiquement identiques, c'est ce que nous avons déjà vu ça précédemment, elles sont pourtant sur le plan génétique très différentes, comme nous l'avions déjà mentionné dans une vidéo précédente. Les archées sont même très éloignées des bactéries génétiquement. Et il existe également une différence sur le plan structural. La cellule prokaryote est protégée par une paroi, nous avions dit, de peptidoglycane. Voyons voir sa structure à l'échelle moléculaire. Chez les bactéries, le peptidoglycane, c'est quoi? C'est une grosse molécule. Plus exactement, c'est un gros polymère formé de plusieurs monomères. Ces monomères, c'est quoi? C'est ceci. Ce sont des dérivés de glucose, de sucre aminé. Vous avez un monomère qui est le N-acétylglucosamine et vous avez un autre monomère qui est le N-acétylmuranique. Et ces deux monomères alternent. Donc vous avez une longue molécule, donc vous avez la suite, une longue molécule de ces monomères qui alternent. Ensuite, vous avez une autre molécule un autre polymère, et il y a des ponts entre ces polymères. À partir du NAM, le N-acétylmuranique, vous avez au niveau de ce groupement hydroxyle, vous avez un tétrapeptide qui est lié à l'autre tétrapeptide de l'autre polymère. Donc vous avez vu ça en première année de microbiologie, en deuxième année du test. Donc, et ces deux monomères, ça c'est important, sont reliés chez les bactéries par une liaison glycosidique de type β1,4. Et cette liaison glycosidique, elle est sensible aux lysozymes. Lysozyme, comme vous devez le savoir, c'est une enzyme que l'on retrouve dans notre salive, dans nos larmes, dans le lait maternel et dans les mucus. Donc ce sont des enzymes qui nous protègent des bactéries qui nous envahissent. Chez les archées, c'est différent. La structure est légèrement, elle se ressemble, mais elle est différente. Au lieu d'avoir le N-acétylmuranique, nous avons, c'est le N-acétylmuranique, la molécule de base, c'est du glucose. Ici, la molécule de base, c'est du galactose. Donc, au lieu d'avoir le N-acétylmuranique, ici, nous avons le N-acétylgalactosamine, qui est lié au N-acétylglucosamine, le NAG, non pas par une liaison de type glucosidique de type β1,4, mais vous avez une liaison de type β1,3. Et ce type de liaison est insensible aux lysozymes. Et fort heureusement, les archées, il n'y a pas de pathogènes, de bactéries pathogènes au niveau dans le monde des archées. Contrairement aux bactéries, il y a des bactéries pathogènes. Et les ponts qui s'établissent entre ce polymère, ce sont des tétrapeptides, mais il existe une légère différence entre les bactéries et les archées. Chez les bactéries, le pont, c'est celui-là, donc on retrouve les monomères, et vous avez les 4 peptides de ce premier polymère, et vous avez les 4 peptides du polymère voisin, et il y a une liaison qui s'établit entre l'avant-dernier peptide, la lysine, et le dernier peptide qui est le D-alanine du polymère voisin. D'accord? Et remarquez, ça, ce peptide, le D-alanine, il est unique dans le monde des organismes vivants. On ne le retrouve pas chez les archées,
c'est ce qu'on va voir, et on ne le retrouve pas dans les autres organismes vivants, y compris les eucaryotes supérieurs, les végétaux, les animaux, les êtres humains. On ne retrouve pas ce type d'acide aminé. Donc ça, on utilise des alanines comme biomarqueur. On peut utiliser des méthodes chimiques. On va aller extraire et doser ce déalanine pour avoir une idée de la quantité de bactéries qu'il y a dans un échantillon de sol. Je l'ouvre en parenthèse. Parmi les méthodes de recherche des bactéries, il y a les méthodes classiques microbiologiques que nous allons voir en détail par la suite, comment on recherche sur le plan microbiologique, mais également, vous allez le voir en master, il y a des méthodes chimiques. Plutôt que de faire des cultures de bactéries, on peut aller rechercher ce type de peptides. Chez les archées, on ne retrouve pas le D-alanine. C'est différent. Une autre différence existe entre les bactéries et les archées. Elle se situe au niveau de la membrane cellulaire. Et c'est ce que nous allons voir. Comme vous le savez, la membrane cytoplasmique est composée de phospholipides, aussi bien chez les bactéries, chez les archées que chez les autres cellules du monde vivant. Mais remarquez, les phospholipides des bactéries, ce sont des phospholipides identiques à ce qu'on observe chez les animaux, les végétaux, les mycètes, les protozoaires. Par contre, il y a une différence au niveau des phospholipides des archées. Alors, remarquez, les phospholipides des bactéries, comme tout le reste des organismes vivants, vous reconnaissez le glycérol, sur lequel est fixé le groupement phosphate. Ensuite, vous avez au niveau du glycérol est lié deux chaînes d'acides gras. Et cette liaison, c'est une liaison de type ester. C'est double liaison O. Par contre, chez les archées, et ça c'est une spécificité des archées, les phospholipides sont différents au niveau structural. Vous avez, donc on reconnaît le glycérol, le groupe phosphate qui est classé différemment, mais ici, vous n'avez pas ce ne sont pas des acides gras, ce sont des lipides, mais de type phytanyle. On ne rentrera pas dans le détail, c'est de longues chaînes hydrocarbonées ramifiées. Et regardez bien ici ce type de liaison, c'est une liaison de type éther et non pas de type ester. Et cette différence fait que chez les bactéries ainsi que chez le reste du monde vivant, vous avez la membrane cytoplasmique qui est composée d'une double couche de phospholipides. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Par contre, chez les archées, étant donné que cette longue chaîne lipidique est ramifiée, regardez, ils sont liés. C'est une seule couche c'est une monocouche de phospholipides. Ici, on observe une bicouche phospholipide. Ici, on observe une monocouche de phospholipides. C'est lié. C'est ce qui fait que cette monocouche de phospholipides, elle est plus stable que celle-ci et beaucoup plus rigide, donc elle est beaucoup plus costaud que celle-ci. Et c'est ce qui explique pourquoi les archées vivent dans les milieux les plus extrêmes. Ils peuvent se développer dans des eaux chaudes de 100 degrés parce que cette couche de phospholipides, elles ne font pas. Ici, à 100 degrés, la membrane phospholipidique, elle est complètement détruite. La température, une température élevée, va détruire facilement cette couche de phosphate. Par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus ramifiée, beaucoup plus stable, beaucoup plus rigide. C'est ce qui fait qu'elles peuvent vivre à 100 degrés et elles peuvent vivre sous des fortes pressions, dans les fonds, en profondeur, dans les fonds océaniques. En résumé, je vais vous présenter ici un tableau comparatif entre les bactéries et les archées, pour simplifier les choses. Alors, le type de cellules chez les bactéries et les archées, nous avons vu au microscope électronique, montre bien que les bactéries, ce sont des prokaryotes, les archées également, ce sont des prokaryotes, et il n'y a pas de membrane nucléaire. Donc, toutes les deux, ce sont des prokaryotes. Sur le plan morphologique,
Les bactéries et les archées, c'est très variable. Alors, il y a des bacilles, il y a des cocci, il y a des bacilles en spirale. La même chose chez les archées. Il y a des cocci, il y en a qui sont en bacille, des cocci en bacille, incurvés. Mais remarquez, et ça, c'est unique dans le monde des organismes vivants. Vous avez des cellules carrées, des archées qui ont des cellules, pardon, j'arrive pas à trouver ma souris, des cellules carrées. Ça, c'est unique dans le monde des vivants. On le retrouve que chez les archées. C'est dire que les archées, elles nous montrent, on va de surprise en surprise avec les archées et c'est pas fini parce qu'on continue, les scientifiques continuent à découvrir de nouvelles choses intéressantes au niveau des archées. Donc, morphologiquement, toutes les deux sont variables, très variables. La paroi. Chez les bactéries, c'est du peptidoglycane. Alors, si vous vous rappelez, la base en bactériologie, vous avez vu, les grammes positifs, c'est une couche épaisse, c'est ce qui est en bleu. Hein. Vous avez la membrane cytoplasmique et vers l'extérieur, vous avez une paroi épaisse de peptidoglycane, les grammes plus. Les grammes moins, par contre, elles ont une fine couche de peptidoglycane qui est limitée vers l'extérieur par une autre bicouche phospholipidique qui est externe. Mais le tout constitue la paroi des bactéries gram négatives. Elle est hétérogène. D'accord? Chez les archées, nous avons un pseudo-peptidoglycane qui est doublé d'un polymère protéique. Mais chez certains archées, il n'y a pas de peptidoglycane. Ils se contentent d'un polymère protéique qui est très solide, c'est ce qui confère la résistance chez les archées. C'est une résistance supplémentaire chez les archées. Pseudo-muréine, alors peptidoglycane, on dit soit muréine, soit peptidoglycane. Donc ici, c'est un pseudo-peptidoglycane ou pseudo-muréine. Donc, paroi chez les bactéries peptidoglycanes, chez les archées pseudo-peptidoglycanes ou tout simplement absence de peptidoglycane. Ça, il faudra le rajouter dans vos notes. J'ai oublié de le mettre, absence de peptidoglycane. Je ne l'ai pas oublié, mais c'est parce que je n'avais pas assez de place, je ne voulais pas encombrer le tableau. Elles n'ont pas de peptidoglycane, mais elles ont juste les polymères protéiques à l'extérieur. Alors, la membrane, chez les bactéries, c'est une double couche de phospholipides. Chez les archées, c'est une monocouche de phospholipides. Et puis, je vous avais expliqué la différence ici. C'est très ramifié, ce sont des lipides ramifiés. Ici, ce sont des acides gras non ramifiés. Voilà, on voit bien la double couche. Et ici, c'est une monocouche. C'est ce qui confère une résistance importante de la paroi. Bicouche lipidique, monocouche lipidique. Lipides membranaires, acides gras, groupe phytanil, des lipides ramifiés. Reproduction. Alors, la reproduction chez les bactéries, comme nous l'avons vu, elle se divise en deux, mais au centre. Chez les archées, je ne sais pas pourquoi, elle ne se divise pas au milieu. C'est décentré. Cell dividing off center. Donc, elle ne se divise pas au centre. Donc, on dit que les bactéries se divisent par scission binaire, les archées se divisent par bourgeonnement ou par fragmentation, parce qu'il y a une asymétrie au niveau de la division. Donc, après avoir vu les principales caractéristiques des prokaryotes, la différence entre bactéries et archées, maintenant vous savez ce qu'est la différence entre les deux, passons à leur classification. Alors, il faut savoir qu'il y a différentes classifications des prokaryotes peuvent être utilisées. Il y a bien évidemment la classification phylogénétique que nous avons vue précédemment, mais cependant, ce type de classification n'est pas adapté à la microbiologie du sol ou à la microbiologie de l'environnement. En microbiologie du sol, on voudrait mettre l'accent sur l'activité des micro-organismes. En microbiologie du sol, ce qui nous importe le plus, c'est la fonction des différents types de micro-organismes. Fonction qui contribue à fertiliser le sol.
car on retrouve dans le sol des micro-organismes qui peuvent avoir la même activité, mais qui dans l'arbre phylogénétique sont très éloignés génétiquement. Ainsi, on peut avoir des bactéries, des prokaryotes phototrophes. Certains ce sont des bactéries, certains ce sont des archées. Une autre fonction dont on va parler dans les vidéos précédentes, c'est la fonction de nitrification. Alors il y a des prokaryotes nitrifiants, ce sont des bactéries, d'autres qui sont des archées. Donc on retrouve des prokaryotes qui ont la même fonction, mais phylogénétiquement ils sont très éloignés. Alors dans ce cours, les prokaryotes sont présentés selon une classification basée sur le type trophique. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire en fonction de la source d'énergie et de la source de carbone qu'ils utilisent pour vivre. Et chez les prokaryotes, on retrouve tous les types trophiques possibles dans le monde vivant, à savoir les phototrophes, lithotrophes et hétérotrophes, et on retrouve les chimiotrophes, chimio-lithotrophes et chimio-organotrophes. Donc, il faut garder à l'esprit que cette présentation a été adoptée pour des raisons de facilité et elle permet de mettre l'accent sur l'activité des prokaryotes. Car le but de ce chapitre, c'est d'introduire de présenter les différents groupes de prokaryotes et de présenter leur activité principale. Donc, dans cette vidéo, c'était une introduction au monde des prokaryotes. Dans la vidéo précédente, nous allons nous intéresser de plus près aux phototrophes. La capsule d'aujourd'hui est terminée et je vous remercie.